Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais commencer par nous présenter. Alors nous sommes des jeunes qui on fait partie du groupe La Jeunesse sans filtre, donc qui est un groupe issu d'une association Hiro-O, l'association Hiro-O de Champigny. Et l'enjeu de cette interview aujourd'hui est de faire en sorte de démocratiser l'accès à la politique. Donc moi, Cécile, étudiante en études visuelles, multimédia et art numérique. Moi, c'est Cédric Arnaud, je suis un étudiant en droit anglo-américain. Moi, c'est Yousra, je suis une étudiante au lycée Louise Michel. Et moi, c'est Chad et je suis en seconde à Darson-Valley. Et on va se charger de vous poser diverses questions afin d'avoir des réponses justement à ces différentes questions. Oui. Voilà. On va même si on vous connaît, on va quand même vous demander de vous présenter brièvement. Alors, Christian Fautré, donc je suis maire de Champigny. Donc je suis un Campinois depuis quelques décennies, puisque j'habite Champigny depuis 40 ans maintenant, et je suis devenu Campinois après un séjour en province, et c'est par un concours à la Poste que je suis arrivé à Champigny. J'y suis resté et j'ai pris des responsabilités militantes qui m'ont conduit au fil du temps à avoir des responsabilités électives. Justement, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a motivé à vous présenter, excusez-moi, au municipal? Au municipal, j'ai été la première fois que mon parti politique m'a présenté, c'était en 83. Je venais d'arriver depuis 3 ans à Champigny. J'étais déjà un militant en province, un syndicaliste. J'étais au bureau de poste à la fois un militant syndical et un militant politique. Et puis bon, de fil en aiguille, au moment des municipales en 83, il m'a été fait la proposition d'être présent sur la liste pour montrer aussi une certaine diversité professionnelle, sociologique. Et j'ai accepté à l'époque parce que j'étais un militant et évidemment, les militants que nous sommes, les militants que je suis, on a envie d'aller plus loin encore que les engagements politiques que nous pouvons avoir dans le quotidien, et à un moment donné, prendre sa place dans une organisation humaine qui s'appelle le conseil municipal, où des décisions vont être prises dans l'intérêt général, dans l'intérêt des habitants. Et donc je trouve que ça a été une expérience intéressante et que j'ai prolongée au fil du temps parce que je n'avais pas envie, mais en tous les cas, je me croyais utile. Et donc j'ai continué cet engagement au fil du temps, en même temps que je militais dans un quartier. J'ai milité comme syndicaliste au bureau de poste. J'ai été aussi responsable d'une association de parents d'élèves lorsque mes enfants étaient à l'école Jules Curie. Et puis voilà, au fil du temps, il est arrivé que je suis devenu premier adjoint lorsque Dominique Adenau, à l'époque, est devenu maire en 2013 ou 2014. Et puis bon, malheureusement, Dominique Adenau est décédé en 2018 et j'ai été amené à prendre cette responsabilité en avril 2018. Est-ce que du coup on peut parler de votre carrière en politique comme d'un choix de passion, vous pensez? C'est une passion, en tous les cas, c'est un engagement politique. Je suis membre du Parti communiste, je ne pense pas que ce soit un secret, bien au contraire, et je l'assume. Et l'engagement communiste que j'ai, il fait que on ne s'engage pas pour soi-même. Je ne fais pas carrière, je n'ai jamais souhaité faire carrière. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit une bonne façon de faire de la politique. On doit s'engager à partir aussi d'une vision qu'on a de la société et puis aussi du sens de l'intérêt général et du sens des autres. Et donc je pense que être un élu, que ce soit un élu local, départemental, régional, national, c'est aussi, à un moment donné, les idées, il faut qu'on les porte. Il faut qu'on les porte jusqu'à ces décisions. Et donc, il faut bien évidemment des hommes et des femmes qui, à un moment donné, s'engagent un peu plus loin que les actes militants ordinaires pour, à un moment donné, traduire concrètement et faire porter jusqu'au bout, jusqu'au lieu où on décide, c'est-à-dire conseil municipal, conseil départemental, conseil régional, l'Assemblée nationale, le Sénat, des lieux où se prennent des décisions. Mais il faut que tous ces lieux que je viens de citer soient des lieux qui prennent bien en compte et en considération ce pourquoi nous avons été élus. Ça, c'est une vraie question, ça.
Alors, vous nous avez dit que c'était une fierté de faire partie du Parti communiste. Est-ce que vous pouvez développer quelle est la vision que vous avez de celui-ci et ce qui le distingue des autres partis? Mon engagement, il a été fait évidemment sur la base des injustices, quand j'avais 16 ans, sur la base des injustices, sur aussi le fait qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient engagés au plan syndical et au plan politique, au Parti communiste, dans la région où j'étais. Il y avait un maire communiste dans cette ville qui s'appelle Villerue, hein, c'est une ville de Meurthe-et-Moselle. J'avais à côté de moi, mon père était membre du Parti communiste, j'avais le secrétaire de cellule qui était à l'étage au-dessous, puisque j'habitais à l'époque dans une résidence HLM. Et puis au fil du temps, à l'époque, il y avait beaucoup de débats politiques, beaucoup de luttes, beaucoup d'actions, y compris dans les collèges, dans les lycées, dans la vie de tous les jours, il y avait beaucoup de débats politiques. C'était la période des années 72. C'était une époque en France où il y avait une bataille forte de la gauche pour aller vers un changement fort au niveau politique en France. La droite était présente à l'époque depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, il y avait beaucoup d'acquis qui étaient remis en cause, et il y avait surtout aussi une société qui voulait avancer, qui voulait se démocratiser, et qui portait au niveau sociétal des questions nouvelles que la droite à l'époque ne portait pas. C'est aussi pour ça, aussi, une des raisons aussi du mouvement de mai 68, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il fallait défendre ses intérêts de salariés, mais il y avait aussi des questions sociétales, la place de l'homme, la place de la femme, la place des familles, la place de la culture. Il y avait plein de choses qui étaient revendiquées, qu'il fallait porter. Et c'est comme ça, au fil du temps, que j'ai pris ma place, comme tous les citoyens, dans ce combat pour changer les choses et faire autrement. D'accord, merci. Sinon, vous, en tant que maire actuel et en tant que personne qui va se représenter, est-ce que vous pouvez nous présenter l'étendue des responsabilités que vous avez en tant que maire? Alors, ouais, bonne question. Alors, l'étendue, elle est évidemment importante parce que la commune reste un lieu particulier en France. Il reste encore près de 36 000 communes. Je pense que c'est un lieu de démocratie qu'il nous faut défendre. Parce que la commune, c'est le lieu où on habite, c'est le lieu où on travaille, c'est le lieu où on va à l'école, c'est le lieu où on va au lycée, c'est le lieu où on va au commerce. Donc c'est vraiment le lieu de proximité privilégié et il faut tout faire pour que ce lieu privilégié reste. Il y a un rapport élu-habitant très proche. Aujourd'hui, en région parisienne, s'est mise en place, suite à la loi NOTRe, une réforme territoriale qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 5 strates institutionnelles. La commune, le département, la région, l'EPT, l'établissement public territorial, et la métropole. Il y a trop de strates. Cette réforme territoriale a ça que je trouve de négatif, et je voudrais qu'on en discute, parce que plus on éloigne les élus de cette proximité avec les habitants, des associations, des lycéens, des étudiants, des familles, plus il y a le risque que les décisions ne soient pas prises tout à fait conformément à ce que veulent les habitants. Donc je suis très très attaché à la commune et au fait que la commune ait les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que nous demandent les habitants. Or, par exemple, aujourd'hui, l'établissement public territorial, la métropole, a conduit à ce que certaines compétences ne soient plus sous la responsabilité des élus locaux. Par exemple, je prends le logement. Cette délégation aujourd'hui, le développement économique, n'est plus de notre responsabilité locale, communale. Et donc, il peut y avoir des conséquences, parce que selon les établissements publics territoriaux, nous n'avons pas tous, par exemple, je prends le logement social, nous n'avons pas tous la même vision, les mêmes objectifs. Sur ce même établissement public territorial, dans lequel il y a 13 communes, 11 de droite, 2 de gauche, la vision de quel type de logement il faut n'est pas la même selon les couleurs politiques. Moi, je milite pour qu'on construise du logement, pour qu'il y ait un parcours résidentiel. Mais dans le parcours résidentiel, c'est pas seulement d'acheter un appartement, c'est aussi de pouvoir tout simplement avoir un appartement à un prix qui corresponde aux revenus et aux retraites aujourd'hui.
Donc le logement social, il en faut encore. Donc aujourd'hui, moi je considère qu'il faut continuer à en construire, mais pas seulement. Il faut, et notre PLU, notre plan local d'urbanisme, permet justement de construire et de faire en sorte que ce parcours résidentiel se fasse. Et donc aujourd'hui, dans les programmes immobiliers que nous construisons, il y a 70% en accession, prix du marché au prix en accession à prix maîtrisé, c'est un peu moins cher le mètre carré, et puis une partie de 30% de logements sociaux, parce qu'il reste des besoins aujourd'hui en logements sociaux pour loger le plombier, l'assistante maternelle, l'éducateur de rue, le chauffeur de bus, l'enseignant de primaire. Vous savez bien que les salaires aujourd'hui sont pas très élevés pour beaucoup de monde, et donc on ne peut pas acheter un appartement quand on commence sa carrière professionnelle. Donc il faut toujours continuer à construire des logements qui soient accessibles au plus grand nombre d'habitants. Après, du coup, vous avoir entendu parler justement de vos responsabilités et de la vision que vous avez, j'ai envie de vous demander pourquoi aujourd'hui, et même dans les années à venir, vous pensez que Champigny a besoin de vous? Vous savez, moi, je terminais mon propos sur le logement parce que c'est une question fondamentale à laquelle on est de plus en plus confronté. Et moi, je me bats, j'agis quotidiennement pour que cette ville soit une ville pour tous et pas une ville d'entre-soi comme il y a par ailleurs. Et quand je dis ville pour tous, c'est-à-dire que peuvent cohabiter des gens qui sont en difficulté, des gens qui gagnent bien leur vie, et entre les deux, des gens, voilà ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait la société francilienne avec toutes ses composantes sociologiques. Mais cette ville pour tous, aujourd'hui, elle peut être remise en cause. Tous les partis n'ont pas tout à fait la même vision. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour créer les conditions pour que cette ville reste pour tous? Et il y a une donnée nouvelle, c'est que le métro, qui est une chance pour tout le monde, le métro est une chance historique, si je puis dire, ça va permettre évidemment d'améliorer très 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 sensiblement la question des transports, des déplacements en Île-de-France. Et certainement, vous le vivez vous-même, c'est quand même quelquefois une sacrée galère. Il manque des grandes infrastructures ferroviaires, et ce métro va changer la donne. Ça aurait aussi un impact environnemental, c'est-à-dire qu'on utilisera, je le pense très fortement, moins sa voiture. Et donc, c'est aussi mieux pour la planète. Et puis, mais le métro peut avoir une conséquence. C'est qu'il peut y avoir une flambée du prix du foncier. Et le prix du foncier peut conduire à ce que le prix des appartements, par exemple, soit extrêmement élevé. Et si on veut que cette ville reste une ville pour tous, il faut créer les conditions pour faire en sorte que le foncier reste accessible et que le prix du mètre carré pour celles et ceux qui veulent accéder à la propriété, ils puissent y rester. Beaucoup de Campinois, beaucoup de jeunes Campinois veulent rester à Champigny en regard de la politique qui s'émène dans le domaine politique culturelle, politique sportive, les centres de loisirs, la cantine, les centres de vacances. Donc, et les jeunes qui ont bénéficié de toute cette politique sociale et solidaire, beaucoup veulent y rester à Champigny. Mais à la condition que les élus que nous sommes, nous créions les conditions pour que vous puissiez y rester, y habiter. Et ça, c'est une question fondamentale. Il ne faut pas que le métro fasse que, vous avez bien vu à Paris, il y a de plus en plus de salariés, même ce qu'on appelle communément la classe moyenne, qui de plus en plus quitte Paris et vient vers les villes voisines. Mais il ne faudrait pas que cette arrivée de personnes d'extérieur, sous lequel j'ai aucun problème, mais fasse que ceux qui sont ici soient contraints de partir vers la Seine-et-Marne de plus en plus loin. Le métro doit être pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'agis avec mes collègues de la majorité et toutes les composantes de la majorité pour qu'autour des gares puissent y habiter tous les habitants, quel que soit leur revenu, et pas seulement celles et ceux qui ont plus de moyens que les autres. Ça, c'est une question importante et qui vous concerne, vous, directement les jeunes. Justement, comme vous venez d'en parler, il y a des problématiques actuelles socio-écologiques. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous pensez apporter pour balancer la tendance qui est plutôt alarmante? Sur l'écologie et l'environnement. C'est ça.
Bah, il faut prendre des mesures. De toute façon, l'intitulé de la liste que je conduis, c'est Ensemble pour Champigny, ville écologique et solidaire. Moi, je considère que les deux aspects sont inséparables. Mais effectivement, à tous les niveaux de décision, on doit contribuer à faire des choix qui intègrent systématiquement la question environnementale. Nous sommes déjà engagés depuis très longtemps. Mes prédécesseurs avaient déjà engagé il y a une bonne vingtaine d'années, par exemple. On avait été quand même un peu précurseur dans le domaine, la géothermie. La géothermie, c'est l'utilisation de sources chaudes qui se trouvent à très grande profondeur, à 2 km de profondeur. Et cette eau chaude est utilisée pour chauffer les appartements, les écoles, les lycées, les collèges. Et ça dégage aucune matière dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment un chauffage propre, à 100% propre, et qui en plus est moins cher que l'ensemble des autres matières, que ce sont le gaz, l'électricité, le fioul et autres. Il y a un premier puits qui a été construit il y a une vingtaine d'années. Nous avons pris l'engagement d'en construire un deuxième sur le bas de Champigny, ce qui fait que du même coup, il y a plusieurs milliers de nouveaux logements qui vont être branchés, si je puis dire, sous la géothermie. Et donc, quand on dégage aucun CO2 en l'air, ça participe à cela. Il y a aussi les mesures que nous pouvons prendre de manière réglementaire. Par exemple, le plan local d'urbanisme favorise et protège, par exemple, les espaces verts locaux, dont on sait bien qu'ils sont aussi un moyen de combattre ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Effectivement, on peut craindre que dans les années à venir, on se voit renouveler un certain nombre de périodes très 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 chaudes. Et donc comment faire dans les villes pour qu'il y ait des îlots qui soient où on puisse y aller et qu'on puisse combattre la chaleur. Et donc il faut sauvegarder tout ce qui est aujourd'hui les espaces verts. Aujourd'hui, Champigny, nous disposons, chaque Campinois, de 15 mètres carrés d'espace vert. Nous sommes la ville la plus verte du département. Parce qu'il y a un parc départemental, un parc interdépartemental. Il y a près de 3800 arbres sur les espaces publics de la ville. Il y a la Marne. Et puis il y a aussi les espaces verts qui sont dans les zones pavillonnaires, par exemple. Donc nous sauvegardons à travers le plan local d'urbanisme ces espaces verts pour qu'ils ne soient pas supprimés en construisant de nouveaux pavillons. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller encore plus loin. Par exemple, à l'école, au moment de manger, il faut aussi contribuer à ce qu'il y ait plus de bio. Donc aujourd'hui, avec le CIRESCO, qui est l'établissement qui produit les repas aux élèves de maternelle et de primaire, nous agissons pour que la part de bio soit plus importante. Il nous faut agir aussi pour faire en sorte que dans nos marchés publics, nous intégrions encore plus dans le cahier des charges la non-utilisation, par exemple, de plastique, de bouteilles en plastique. C'est des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, peuvent conduire aussi à réduire l'impact négatif de notre comportement individuel et collectif. Il faut aussi permettre à ce que la place de la voiture soit moins importante. Donc il faut créer les conditions sur l'espace public pour que nous puissions marcher à pied en plus grande sécurité, que les enfants et les parents puissent aller à l'école, non pas en voiture, mais à pied ou en vélo. Donc il faut créer aussi et développer les pistes cyclables, et ce que nous avons commencé à faire, mais il faut aller plus loin. Et donc cette période transitoire avant l'arrivée du métro, les deux gares devraient être ouvertes dans le meilleur des cas à la mi-2025, et donc nous sommes en train de travailler actuellement pour créer les conditions que les futurs utilisateurs de ces gares ne viennent pas en voiture. Il n'y aura pas de parking, d'immenses parkings auprès des gares. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous arrivions aux gares, soit par le bus, soit à pied, soit en vélo, soit en trottinette. Donc il nous faut, nous élus locaux, créer les conditions sur l'espace public, qui est commun à tout le monde, créer les conditions pour que nous puissions nous passer, autant que faire se peut, de la voiture. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois la construction d'infrastructures, de pavillons et de logements. Mais en ce moment, à l'heure actuelle, les cités, par exemple, sont considérées comme malfamées. Comment vous
pensez redonner une bonne image à celle-ci? Alors, oui, vous avez raison de dire que, alors vous avez utilisé le mot malfamé, il est un peu dur, mais c'est vrai que quelquefois, non mais je partage hein, complètement, il m'arrive quelquefois de me mettre en colère avec des habitants même des fois proches d'ici, par exemple de ce quartier, où on a de tels a priori qu'on classifie les gens selon là où ils habitent. Moi, je condamne évidemment ce regard qui n'est pas juste, et donc il faut agir sur plusieurs éléments. Évidemment qu'il faut aussi faire en sorte que celles et ceux qui habitent, et particulièrement les enfants, l'école soit aussi des lieux où on réussit. Et donc, on se bat régulièrement, tous les ans, en particulier au moment de la rentrée scolaire, pour que, par exemple, dans les classes, il y ait des effectifs et un nombre d'enseignants suffisant. Nous ne faisons pas que ça. Par exemple, la ville, sur le Bois-l'Abbé, par exemple, puisque c'est là où nous nous trouvons, il y a des services publics communaux. Donc, vous avez vu, il y a un certain nombre de services qui permettent, après et avant l'école, de pouvoir aussi accompagner les jeunes dans les centres de loisirs. On est ici à la Maison pour tous du Bois-l'Abbé, il y a toute une série d'initiatives, d'actions qui permettent aussi d'accompagner les jeunes et les moins jeunes. Et puis il y a surtout ces quartiers, et par exemple je prends celui du Bois-l'Abbé, il y a besoin évidemment que les habitants obtiennent réparation sociale. Ces grands ensembles ont été construits dans les années 70. Depuis les années 70, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et donc, oui, la vie a changé. Il y a eu, on peut le dire, une certaine dégradation des espaces publics dans ces quartiers. C'est la raison pour laquelle mes prédécesseurs, Dominique Adneau et Jean-Louis Bargerot, avaient, après proposition du gouvernement de l'époque, s'étaient portés disponibles pour engager à Champigny-sur-Marne ce qu'on appelle des programmes en rue à partir de l'Agence nationale du renouvellement urbain, c'est-à-dire créer les conditions pour que dans ces quartiers, on requalifie, on redynamise la vie. Et ça passe beaucoup par l'école, par le travail et par l'insertion, ça c'est sûr, parce que c'est d'abord ça. Et ça passe aussi à faire en sorte qu'il y ait des infrastructures, il y ait des espaces publics qui soient les espaces publics de qualité comme ailleurs. Et donc, nous avons bénéficié avec l'Agence nationale du renouvellement urbain, d'un certain nombre de subventions qui nous a permis, avec les habitants, de requalifier les espaces publics. Nous ont permis, par exemple, dans ce quartier, de reconstruire le groupe Anatole France, le groupe scolaire, qui nous a permis de reconstruire le centre de loisirs, qui nous a permis de construire un square, qui a permis aussi de requalifier, de réhabiliter les appartements. Et donc, nous sommes engagés aujourd'hui. Alors, il y avait 3 projets en rue sur Champigny. Aux 4 cités, le programme est il est fini. Au Mordac, il est également fini. Ça s'est traduit par une totale requalification des espaces publics, requalification totale du centre commercial. Une école a été reconstruite, c'est l'école maternelle. Et les appartements ont été réhabilités. Donc, voilà, il y a eu le Bois-l'Abbé avec une première tranche qui a été requalifiée. Nous sommes actuellement en train de travailler avec les habitants, les bureaux d'études et l'Agence nationale du renouvellement urbain. Nous sommes en train de travailler à co-construire ce programme. Il reste 2/3 du quartier du Bois-l'Abbé qui n'a pas été requalifié. Et donc, on attend beaucoup de l'État qui nous donne les subventions pour que ça se fasse. Et il y a un sujet particulier dans ce quartier, parce que j'ai parlé plusieurs fois de l'école, parce que je pense quand même que c'est un élément fondamental, je pense, pour l'égalité des chances et la réussite de tout le monde. Je pense que c'est primordial. Ça doit être un effort indispensable de la part de l'État en particulier. Nous devons reconstruire le groupe scolaire Jacques Solomon, qui n'est plus, qui aujourd'hui mérite une totale reconstruction. Et donc, la décision première, c'est de reconstruire ce groupe scolaire qui est en mauvais état, qui a vieilli. On le répare, mais ça ne suffit pas. Et donc, et on sait bien qu'il faut des enseignants, mais il faut aussi des locaux qui soient aux couleurs du temps, si je peux dire, qui soient modernes, et puis qui soient aussi un lieu où on respecte les enfants. Parce que un bâtiment neuf, un bâtiment réparé, c'est aussi, quelque part aussi, respecter
l'enfant qui va rentrer à l'intérieur de ces locaux. Donc c'est aussi une manière de le respecter. C'est une urgence pour nous. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois les jeunes et l'égalité des chances de réussite. Mais à plus grande échelle, comment pensez-vous pouvoir favoriser l'égalité d'accès à la scène politique? Alors l'égalité à la scène politique, c'est une très bonne question et c'est vrai qu'on est dans une période électorale et donc c'est vraiment le moment privilégié, si je puis dire. C'est pas le seul, hein. La place de la vie politique doit être tout au long de l'année et quelle que soit la période. Mais celle-ci est encore plus favorable à... Il va falloir voter, il va falloir s'exprimer. Donc évidemment, chaque candidat, chaque liste va évidemment faire état de son programme. Et évidemment, vous allez vous prononcer en regard de ce programme. Mais je fais une petite différence. La liste que je conduis, nous n'avons pas fabriqué le programme sur la base seulement de ce que nous pensons nous. Nous l'avons d'abord initié en rencontrant d'abord les habitants. Et donc j'ai décidé, lorsque je me suis porté candidat comme tête de liste d'une liste de rassemblement à gauche, écologiste et citoyenne, je me suis d'abord attaché à rencontrer les habitants sous forme d'atelier. Et je leur ai demandé, voilà, il y a un programme qui va être construit, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez, quel bilan vous tirez de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus en regard de vos besoins. Donc, il y a eu 6 ateliers, près de 500 personnes qui ont participé. Il y a eu une restitution le 30 novembre dernier de ces ateliers, de ce qui s'est dit. Il y a eu un certain nombre d'idées, de propositions, de suggestions que je partage totalement, donc qui vont figurer dans ce programme municipal. Et donc ça aussi, c'est une bonne manière de rentrer en politique, parce que la politique, c'est quoi? C'est s'occuper de la vie de sa cité, c'est-à-dire de sa propre vie, là où on habite. Donc c'est, je crois, une bonne manière de prendre sa place, même si aujourd'hui, je constate une certaine distance prise par les citoyens vis-à-vis de l'image politique, mais ce type d'initiative participe à cette interview. Je le fais d'autant plus avec plaisir et avec engagement, parce que je pense qu'il faut que ça passe par le dialogue, par l'échange. C'est comme ça que on cassera un peu cette distance qui s'est faite avec les habitants. Et puis il faut aussi, et c'est ce que je m'attache à faire, c'est on rencontre pas les habitants seulement au moment où il y a les élections. Tout au long du mandat, qui dure, comme vous le savez, dans une commune 6 ans, tous les projets pour lesquels vous allez vous exprimer, nous continuerons à vous rencontrer. Pour une simple et bonne raison. Si on veut que le projet soit le vôtre, soit bien le vôtre, il faut toujours le rediscuter avec vous et le valider avec vous. Je pense que c'est la clé de la réussite. D'autant que une partie de la réussite, elle n'est pas que technique, elle n'est pas qu'administrative ou juridique. Elle est aussi, on va être confronté quelquefois, sur certains projets, pas tous, sur certains projets, il va nous manquer des moyens financiers. Et donc, on va vous dire à quoi on est confronté. Quel est le problème qui fait que nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout. Donc, je me dois, comme élu local, de vous dire, voilà, nous avons construit quelque chose, on s'est engagé sur telle ou telle chose, mais je dois vous dire tout au long du processus, voilà, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait obstacle, quelles sont les difficultés, de façon à ce qu'en toute transparence, on aille chercher les réponses aux problématiques que vous faites. Par exemple, je prends un exemple concret, et j'espère que vous y participerez, le centre-ville. Le centre-ville, nous avons décidé de travailler à ce que ce centre-ville, aujourd'hui, soit requalifié, redynamisé, et qui corresponde bien à ce que les habitants veulent. C'est-à-dire un centre-ville fédérateur, convivial, où on a envie de venir, où il y a des commerces, où il y a des restaurants, des terrasses, une médiathèque, la Marne. Et donc, il faut le requalifier. Il y a aujourd'hui un projet qui a été construit avec des habitants. Ce projet, aujourd'hui, il existe, mais il y a une deuxième phase importante qui est, dans ce centre-ville, les espaces publics. Comment on fait pour qu'ils favorisent justement cette venue dans le centre? Comment on le vit, le centre-ville? Comment on s'y déplace? Donc, on a diligenté des bureaux d'études qui vont travailler avec nous, la ville, avec vous, habitants,
jeunes et moins jeunes. Voilà, cet espace public qui est un immense parking aujourd'hui, qu'est-ce que vous en voulez? Comment on y accède? Comment on le vit? Comment on y fait des moments festifs, culturels? Donc c'est tout ce travail qui va être initié dans les semaines et les mois à venir. Et un deuxième élément qui recoupe ce que vous avez évoqué depuis tout à l'heure, c'est que je suis pour que nous mettions en place à Champigny un plan guide de la ville durable. Justement, pour ce plan guide, ça sera un peu notre outil commun pour notre colonne vertébrale, pour que dans tous les projets de la ville, ce plan guide soit bien celui qui nous guide et qui nous fasse valider les projets que vous souhaitez. Donc, dans la ville durable, il y a tout, hein. Il y a tous les aspects de la vie. C'est pas seulement les arbres, les fleurs. C'est aussi comment on conçoit les espaces publics, comment on conçoit les bâtiments, comment on conçoit les squares, comment la place de l'habitant, la place de l'enfant, comment on se rend à telle infrastructure. C'est ça qu'on veut construire, le plan guide de la ville durable. Et nous allons y travailler en s'appuyant sur certains organismes qui existent, par exemple le CAUE, qui est le Conseil d'architecture et d'urbanisme, qui est un outil qui existe aujourd'hui, qui va nous aider avec vous à construire ce plan guide. Et donc, nous allons consacrer toute l'année 2020 sous forme d'ateliers, de rencontres, et j'espère que vous y participerez, vous serez invités à y participer, et donc vous donnerez votre... voilà, comment vous voyez, vous, cette ville durable, aujourd'hui, demain et après-demain. Vous avez mentionné quelque chose que je trouve qui est très important tout à l'heure, c'est que vous avez mentionné que vous êtes actuellement l'élu local. Et du coup, j'ai cette question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la politique qui est menée actuellement à Champigny et quelle vision vous avez de la ville actuellement? Pas en tant que futur candidat, mais en tant qu'élu actuel. Comme élu actuel, nous mettons en œuvre le programme sur lequel on a été élu en 2014, mais on sait bien que 6 ans c'est long. Et ce programme, donc, c'est celui qui répond à un certain nombre d'objectifs des habitants, mais il est aussi confronté aux décisions qui sont prises ailleurs. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons une difficulté importante, comme beaucoup d'élus locaux, je ne suis pas le seul, toutes couleurs politiques confondues. Aujourd'hui, un seul chiffre, nous avons perdu en 4 ans 25 millions d'euros cumulés. C'est-à-dire que l'État nous attribue moins de dotations que les années précédentes. Quand il faut faire autant, voire plus, parce que c'est normal, en 6 ans, il y a des besoins nouveaux qui s'expriment, il y a des urgences particulières qui viennent se greffer. Et donc, il faut faire au moins ce que nous avons décidé ensemble en 2014, mais la vie venant s'agréger, il faut bien prendre en compte des besoins nouveaux. Mais comment faire plus avec moins? C'est un exercice très compliqué. Et donc, il faut faire quelquefois des choix. Et il faut aussi, je le dis, la démocratie, la politique, c'est aussi agir. C'est demander, c'est échanger, c'est demander, c'est travailler, c'est valider, mais c'est aussi le porter. C'est aller jusqu'au bout pour le réussir. C'est la raison pour laquelle, très souvent, dans mes lettres du maire, dans le bulletin municipal, dans les rencontres que je fais, je dis aussi, nous réussirons ensemble. Parce qu'il y a des obstacles majeurs. Quand l'État donne moins aux collectivités, qu'est-ce qu'on fait pour les chercher? Par exemple, il y a quelques années, il y a 3 ans, en regard de ces subventions, dotations en moins pour l'État, nous avons fait une grande pétition. Il y a eu près de 3000 Campinois qui ont signé la pétition et nous l'avons portée en délégation avec des bus, avec des cars, jusqu'au ministre. Malheureusement, j'ai été, et ça c'est tout à fait scandaleux, c'est presque le portier du Premier ministre qui dans la rue m'a reçu et je lui ai déposé les pétitions, ce qui est tout à fait scandaleux. Les élus locaux aujourd'hui ne sont pas toujours respectés comme il se devrait. Donc recevoir un élu local, un maire avec une population sur le trottoir, je trouve cette démarche tout à fait scandaleuse de la part d'un gouvernement. Alors, vous avez évoqué la vie des jeunes et la vie dans les établissements scolaires. Ouais. Et en ce moment,
et comme depuis toujours, c'est juste que maintenant on le voit un peu plus, il y a les problèmes de la discrimination, du harcèlement qui sont souvent relevés. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez mettre des dispositifs en place pour pouvoir se battre contre ces choses, combattre ces choses plutôt? Je ne sais pas s'il y a un dispositif particulier à mettre au niveau spécifique. Si le besoin s'en fait ressentir, moi je suis évidemment ouvert à toute proposition. Il faut que nous le construisions ensemble. Mais la discrimination aussi, il faut évidemment, lorsqu'elle se fait, il faut la combattre et agir dessus. Et lorsque discrimination a été révélée, évidemment, il faut faire jouer tous les droits aujourd'hui qui existent pour le combattre et condamner éventuellement. Mais il faut surtout, à mon avis, faire en sorte que cette discrimination n'ait pas lieu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en amont? C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question de l'école, sur ces lieux qui doivent permettre justement que... moi, je suis même pour qu'on fasse plus là où il y a moins. C'est-à-dire que dans les endroits où il y a des difficultés liées à la vie économique, sociale, à la vie sociologique et compagnie, on doit faire plus. La justice, c'est pas on donne pareil à tout le monde. Je pense qu'il faut donner plus dans les endroits où il y a des difficultés qui sont révélées. Donc, et puis il y a aussi tout ce que nous faisons, par exemple, à la MPT ici au Balabé, je sais que beaucoup de choses sont faites aussi, par exemple, pour que... Et j'ai été élu à la Maison pour tous au début de sa création, dans le projet social de cette MPT, qui est cofinancé par la CAF. Il y avait beaucoup l'idée, à partir d'un diagnostic qui avait été fait, beaucoup d'initiatives, d'actions pour permettre aux femmes, aux mamans, aux mères de famille, de pouvoir prendre leur place dans la vie normale du quartier. Et donc, tout ça aussi participe à faire en sorte que cette discrimination ne se fasse pas. Il y a aussi tout le travail en amont avec les plus petits, dans les centres de loisirs, à l'école. Il y a ce qui se fait aussi à travers le service jeunesse. Donc, toutes ces initiatives quotidiennes qui font du vivre ensemble. Tous les moments festifs, les fêtes de quartier doivent participer à tout ça. La foire aux trois cocochons, c'est aussi un élément qui permet à se rencontrer et à casser tous ces a priori, toutes ces images qui sont fausses. Parce que souvent, il y a des a priori. Ces a priori, comment ensemble on les casse? Comment on fait en sorte? C'est en faisant en sorte que, par exemple, un exemple, je ne sais pas si ça va tout régler, mais en tous les cas, ça y participe. La médiathèque, il y a une médiathèque au Balabé et il y a une médiathèque au quartier de Queuilly. Samedi prochain, nous allons poser la première pierre. Je vous invite à y participer. Vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres une invitation. Cette médiathèque qui va se trouver à la frontière, si je puis dire, des deux quartiers, c'est aussi un moyen, je l'espère, on va tout faire pour que, dans un endroit culturel important comme celui-ci, j'espère et je suis sûr que vont se croiser peut-être des personnes, des familles qui ont du mal de se croiser par ailleurs, ne se voient pas pour plein de raisons. Donc ce lieu culturel doit être un lieu aussi qui va aussi déconstruire cette discrimination souvent liée à des a priori qu'il nous faut ensemble combattre par une multitude d'initiatives. Alors, j'ai deux dernières questions pour vous. La première, c'est qu'est-ce que pour vous, c'est un bon citoyen? Oh là là, un bon citoyen, d'ailleurs, un bon citoyen, un citoyen tout court, c'est peut-être suffisant, parce qu'un bon, ça voudrait dire qu'il y a un mauvais citoyen, s'il y a un bon. C'est difficile à répondre en quelques mots. Il faut d'abord être citoyen, c'est-à-dire prendre du temps à s'occuper de ce dont il a besoin, de ce qui le regarde. Un citoyen, c'est aussi quelqu'un qu'on respecte, que les institutions doivent respecter, mais le citoyen aussi, en retour, il doit aussi. Donc, la citoyenneté, c'est fait, à mon sens, d'initiatives qui viennent d'en haut, d'initiatives qui viennent d'en bas. Et il faut créer les conditions, surtout,
pour que les habitants soient des citoyens et donc qu'ils puissent avoir tous les éléments pour prendre leur place dans cette société. Et donc, il faut créer toutes les initiatives et les élus locaux ont une part de responsabilité d'aider, de contribuer, d'accompagner cette citoyenneté indispensable. Pour exister, effectivement, il faut mieux être citoyen. Donc, ça veut dire de l'information, ça veut dire de la transparence, ça veut dire des réunions. C'est plus ça que j'ai envie de dire plutôt qu'un bon citoyen. C'est surtout qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les habitants, les habitantes que nous sommes, soyons des citoyens et que nous prenions part à la vie dans notre société, que nous prenions position, que nous agissions, que nous ne nous laissons pas faire, que demander aussi des comptes aux élus à tous les niveaux. C'est tout ça un peu ce que je voudrais dire sur la citoyenneté. D'accord. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que pour vous c'est la définition de la démocratie en 2020? La démocratie en 2020, il est vrai qu'aujourd'hui en 2020, nous sommes en train de perdre beaucoup d'acquis qui ont été conquis, je dis bien conquis, je fais exprès de le dire, conquis par nos aînés, parents, grands-parents, et qu'il nous faut continuer à conquérir ou à reconquérir. Et la démocratie, c'est là aussi, chacun et chacune a une part de responsabilité là où il se trouve. Et la démocratie, il faut y tenir comme la prunelle de ses yeux, parce que c'est le moyen, c'est l'outil, c'est ce qui permet de pouvoir avoir un droit de parole, avoir un droit d'information. Si nous ne l'avons pas, comment voulez-vous exercer votre droit à agir, à réagir? Et donc, ce qui se passe aujourd'hui m'inquiète beaucoup, puisque vous me parlez de démocratie, m'inquiète beaucoup, c'est que lorsque il faut, et c'est pas fini, depuis 2 mois, il y a ces grandes manifestations tout à fait justifiées en France contre le projet de réforme des retraites, qui vous concerne directement. Évidemment que vous êtes lycéen, étudiant, vous pouvez vous dire c'est loin, mais c'est pas si loin que ça, parce que aujourd'hui, avec le progrès technologique, avec les progrès que les hommes et les femmes que nous sommes portons, on doit pouvoir être capable de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions, de vivre dignement. C'est-à-dire que le 3e âge, le 4e âge devrait être presque une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie, il faut pouvoir avoir les droits de pouvoir le faire. Et donc nous faire travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans, je trouve que c'est pas la bonne manière de faire. Donc voilà, sur la démocratie, j'ai envie de dire, vous jeunes, puisque c'est vous qui me posez ces questions, prenez vraiment toute votre place dans ce qui se passe, dites votre mot, intervenez, suggérez, demandez des comptes aux élus. C'est votre droit, en tous les cas, c'est comme ça que je conçois mon rôle d'élu. Oui, on est d'accord, c'est une prérogative qui nous tient à cœur de demander, de poser des questions et de demander des comptes, comme vous dites. Et je tenais à vous remercier d'avoir répondu à nos questions et ma camarade, elle va continuer. D'accord. Alors, afin de conclure et aussi ouvrir un autre champ, on va vous lire une citation. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles. Ah, c'est plus fort parce que je n'arrive pas à entendre. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles. Il ne s'en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes firent. C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. Abraham Lincoln. Si vous me donnez mon opinion, un regard, j'ai un peu l'impression que c'est tout à fait la conclusion de ce qu'on vient de faire ensemble tout à l'heure. On a fait un exercice normal. Moi, je considère que c'est normal. D'autres imposent leur point de vue et disent que, comme c'est leur point de vue, ils ont raison. J'ai un point de vue, bien évidemment. Je suis un homme politique, je suis un militant politique. J'ai forcément un point politique. Mais je ne veux pas l'imposer. Et donc, oui, vous m'avez dit des choses. Vous auriez raison de me dire, et vous auriez raison plus tard de me dire,
vous n'avez pas respecté ce que vous avez dit. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Il faut cet aller-retour permanent. Mais cet aller-retour, il est exigeant. C'est-à-dire que il faut demander, il faut le porter, mais il faut aussi, lorsque nous faisons des initiatives de rencontres, d'échanges, de co-construction, il faut aussi que vous, habitants, vous jeunes, moins jeunes, participiez. Et vous avez intérêt à le faire parce que on n'a pas tous, les Campinois d'ailleurs, et tous les habitants en général, n'ont pas toujours le même point de vue selon les thématiques. Donc si vous voulez faire entendre votre voix, votre sentiment, votre exigence, vous avez intérêt à être présent dans le débat politique. Et le débat politique, c'est pas seulement je suis pour ou je suis contre. Et trop souvent, dans les réunions publiques auxquelles je peux participer, beaucoup veulent limiter ce débat à pour ou contre. Mais pour ou contre, on ne construit pas, on co-construit pas. Moi, ce que je veux faire traverser dans le programme municipal à venir, c'est la co-construction. Et c'est comme ça que j'ai initié la campagne pour laquelle je suis en train d'agir aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas commencé à faire un accord entre les partis politiques. J'ai d'abord voulu, voilà, vous habitants, qu'est-ce que vous voulez, et nous, hommes et femmes politiques, qu'est-ce qu'on crée comme conditions pour que ça réussisse. Donc voilà, moi donc, je partage tout à fait ces paroles d'Abraham Lincoln. En tous les cas, ils sont une bonne manière de conclure et de résumer tout ce que nous avons, et je vous remercie des questions posées. Merci à vous d'avoir accepté déjà d'être interviewé. Merci beaucoup. Merci à vous.